semaine de Promote, le rendez-vous des affaires qui se tient depuis le Palais des Congrès de Yaoundé. Depuis plus d'une semaine, vous avez vécu en direct les grandes articulations de ce rendez-vous d'affaires. Eh bien, ce dimanche, nous clôturons en beauté notre passage à Promote. Et vous le savez, chaque dimanche, avec nos panélistes, autour de 2 ou 3 sujets, nous nous retrouvons pour débattre des principaux thèmes et en fait l'actualité. Et ce dimanche, nous allons parler de cette question anglophone qui s'invite encore au menu de nos échanges ce jour à la faveur de la dernière sortie des parlementaires du RDPC réunis à Bamenda cette semaine. Ils ont fait un certain nombre de doléances au chef de l'État, parmi lesquelles la libération immédiate des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone et l'achèvement du processus de la décentralisation. Nous parlerons donc de la crise anglophone dans cette édition de Droit de réponse. Et pour sortir, un mot sur ce sommet, le 13e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'est refermé vendredi dernier en Guinée équatoriale. Voilà donc pour le menu de cette édition de Droit de réponse, mais vous le savez, c'est une tradition. D'abord un tour de revue de presse et ce sera avec Marcelin Gansop ce dimanche. Bonjour à vous Marcelin. Bonjour Albertine, bonjour également aux membres du panel. L'actualité a encore été fortement dominée cette semaine par la crise anglophone et notamment son impact sur la célébration du 11 février 2017. La nouvelle expression dans l'une de ses livraisons titre donc que le boycott dicte sa loi au 11 février et pour cause, eh bien, on a noté une faible présence des élèves lors du défilé et la quasi-absence des partis politiques, y compris le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notamment lors des manifestations organisées du côté de Bamenda. Et pour clôturer le tout, le journal fait observer que même ceux qui ont été commis au défilé étaient convoyés par des hommes en tenue cagoulée. Et la nouvelle expression de conclure qu'il s'est agi à Bamenda d'une célébration sur haute tension. La tension est également perceptible dans les propos tenus par les uns et les autres au sujet de cette crise anglophone, notamment lorsqu'on aborde l'épineuse question de la libération ou non des manifestants interpellés à la suite des événements malheureux de Bamenda et de Buea. La question inspire d'ailleurs la une principale du quotidien Mutation du 17 février 2017. C'est que les partisans de l'état de droit et ceux de l'apaisement ne s'accordent pas toujours. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, mais aussi le chairman du STF et même les sénateurs du RDPC n'ont cessé de demander la libération des prisonniers. Ce à quoi s'oppose le gouvernement. Et Cabral Libi, interviewé par Mutation, de faire savoir que la libération souhaitée par les uns et les autres ne saurait constituer une fin. Le juriste et analyste politique décrypte donc les positions autour de la libération des manifestants. Pendant ce temps, le ministre de la Communication opte pour la menace des grévistes. C'est ce que dit le Messager, qui suit également de près l'actualité et même l'évolution de la crise anglophone. Alors que le ton devrait être à l'apaisement, le Messager relève que Issa Chiroma Bakari a plutôt mis de l'huile sur le feu dans sa sortie médiatique du 15 février dernier. Le ministre de la Communication a notamment brandi la menace de la peine de mort à l'endroit de ceux-là qui, selon lui, ont violé l'article 2 de la loi du 28 décembre 2014. Le même 15 février, tel que vous le direz également dans les colonnes de Le Messager, eh bien, les parlementaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sous la conduite du vice-président du Sénat et pas moins ancien Premier ministre Salmon Achidi Achou, eh bien, ces parlementaires ont formulé quelques doléances à l'endroit du gouvernement et notamment la libération des personnes incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Loin de cette crise anglophone, les journaux ont également analysé de fond en comble l'adresse du président de la République à la jeunesse, c'était le vendredi 10 février dernier. Pour la nouvelle expression parue le 13 février, Paul Biya n'a promis rien de nouveau à la jeunesse. Selon ce quotidien, il a simplement renouvelé ses anciens engagements, ce qui amène certains Camerounais interviewés par le quotidien La Nouvelle Expression à afficher leur déception. L'oubli des jeunes de la diaspora, aucun mot sur la décentralisation, de quoi laisser perplexe quelques-uns. Perplexe comme l'est certainement le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, sur qui le Messager consacre l'une de ses parutions, Le Grand Bluff, tel est le titre qui bat la une du quotidien Le Messager. Ce journal a donné notamment la parole
au coordonnateur démissionnaire du MRC en Amérique du Nord. Il s'appelle Jean-Marie Florian Nzana, pour qui le leader du MRC actuel ne peut pas permettre à ce parti d'envisager de gouverner le pays. Voilà ce que la presse a dit cette semaine. Merci à vous, Marcelin Gansop, pour cette revue de presse. Nous parlerons donc de cette crise anglophone, je le disais avec cette dernière sortie des parlementaires. Et bien sûr, nous disons également un mot sur ce sommet des chefs d'État de la CEMAC. À présent, je vous invite à découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de Réponse. On a parlé de lui tout à l'heure. Kabra Libi est notre invité sur ce plateau. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de Droit de Réponse en direct de Promote. Écoutez, bonjour à vous, bonjour à vos nombreux téléspectateurs, à vos illustres invités que les téléspectateurs vont découvrir à l'instant, l'un d'entre eux. Je pense que c'est la troisième fois qu'on se sera retrouvés cette semaine, parce que les deux précédentes fois, fortuitement d'ailleurs, on s'est retrouvés dans un stand où on nous donnait quelques biscuits. Alors, de quoi se désaltérer, je pense que c'était la Sénamé, je me souviens plus très bien. Merci à vous, Kabra Libi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste, consultant pour plusieurs chaînes de télévision, analyste politique, entre autres. Célestin Bendigui est à notre invité également ce dimanche. Bonjour à vous, monsieur, et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine, et j'en profite également pour souhaiter une bonne journée de dimanche à vos téléspectateurs, en espérant que nous allons passer un moment agréable ensemble. Nous l'espérons tous. Vous êtes donc en politique, vice-président de l'UNDP. Vous êtes également un économiste, entre autres. Les casquettes sont nombreuses, je vais m'arrêter là. Oui, mais je suis chef traditionnel aussi. Vous êtes également chef traditionnel. Ça, on ne le discutera jamais. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous parlez tout à l'heure de ce monsieur avec qui vous avez fait 3 stands cette semaine. Il s'agit de Saint-Éloi Bidoum. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie pour le si honneur que vous me faites venir changer sur le plateau de droit de réponse avec ceux qui ont ce que les Français appellent des belles gueules qui plaisent aux Camerounais et qui vont certainement relever l'émission. Le Sénamé, je ne connaissais pas cette structure. Je me suis rendu compte qu'ils faisaient dans le médicament essentiel et ils ont surtout distribué des préservatifs. Je crois que voilà des gens qui ont pensé à combattre le plus gros vice du siècle. Alors, vous êtes également un homme politique, vous êtes militant du parti au pouvoir, adjoint maire de la commune de Yaoundé 6e. Merci d'être venu. Théophile Yimgamoyo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, vous avez plusieurs casquettes. Je vais m'arrêter en politique. Président national du mouvement citoyen, le MOCI, c'est la casquette qui nous intéresse ce dimanche. Oui. Alors, vous êtes bien installé? Bien installé. Je ne vous sens pas très bavard. J'espère que ça va se décoincer au fur et à mesure que nous continuons cette émission. Nous allons donc rentrer directement dans les débats de ce jour. Mais peut-être avant de commencer avec vous, Kabra Libi, on a suivi la revue de presse tout à l'heure. Un mot peut-être sur la façon dont la presse a traité le sujet concernant justement la crise anglophone cette semaine et la sortie des parlementaires du RDPC. Comment est-ce que vous appréciez la sortie de la presse, si je peux m'exprimer ainsi, quant à cette crise-là? Mais écoutez, cette semaine, je pense, la presse, vous savez, aujourd'hui, elle agit sur cette question avec beaucoup de prudence depuis que le président du Conseil national de la communication a mis en garde un certain nombre de médias, dont le vôtre d'ailleurs, je crois, sur le traitement apologétique des questions de fédéralisme et de sécession, dont la presse, elle est un peu sur les œufs, elle marche un peu sur les œufs, mais la presse a fait son travail. C'était de faire savoir, en tout cas relayer les faits, parce que sur la crise anglophone, d'ailleurs il y a 2 faits qui se sont déroulés concomitamment le même jour. Le 15 février, d'un côté, effectivement, il y avait les parlementaires du RDPC sous l'égide de Achidi Achou qui s'était retrouvé à Bamenda, mais le même jour, le ministre de la Communication s'exprimait également sur la crise anglophone, faisant le point sur les arrestations. On apprenait alors que sur les 80 personnes arrêtées, 21 avaient été libérés et que les 61 autres faisaient toujours l'objet de poursuites, dont la moitié, 31, devant le tribunal militaire, ce qui a d'ailleurs suscité d'autres interrogations. Pourquoi cela devait se retrouver devant le tribunal militaire ou pas? Bon, c'est des débats, si vous le voulez bien, qu'on peut approfondir. Donc, la presse a été quelque peu timorée cette semaine. Vous voulez réagir vous aussi, Célestin Bendigui, sur la sortie de la presse? Oui. Alors, sur les articles. Et surtout m'adresser à votre collègue qui vient de faire la revue de la presse
il a fait une revue de la presse qui était incomplète. Alors je dis, il faut être professionnel. Je le dis parce que dans le journal Nouvelle Expression, nous étions annoncés à la une et il nous a été réservé une page entière à l'intérieur où nous présentions un plan de sortie de crise. Et cela me semble être beaucoup plus important que de polariser l'attention des auditeurs, enfin des téléspectateurs, sur ce que Issa Chiroma peut avoir dit, ou encore moins ce que M. Achidi Achou peut avoir dit. Parce que pour une fois, nous fondons sur l'expérience que nous avons eue de la résolution d'une crise similaire. En 1991, nous avons proposé un plan complet de sortie de crise. Et le tam-tam doit être battu sur une initiative comme celle-là, quitte à ce qu'un débat soit engagé dessus. Alors, je pense que, sans vouloir faire le procès de mon collègue, on ne peut pas faire une revue de presse totalement complète et ce n'est pas... c'est à raison quand vous êtes sur le plateau aujourd'hui pour parler de cette sortie de crise. Alors, on a juste choisi, j'imagine, les grandes lignes de la revue de presse de ce jour, avec toutes les conditions qui sont les nôtres. Vous aurez le temps de revenir sur cette solution que vous proposez. Alors, je crois que c'est fait. Certainement, alors, mais je pense quand même que la courtoisie commandait que, de par ma présence sur le plateau et ayant été auteur de cet article cardinal que je dis à la une de votre journal, du journal L'Expression, qu'il en soit fait état. La simple courtoisie. Alors, par courtoisie, vous aurez un peu plus de temps pour en parler tout à l'heure. Alors, justement, parlant de cette sortie des parlementaires, Monsieur Yinga Moyo, alors, comment est-ce qu'on peut, selon vous, quelle est la grille de lecture que vous pouvez apporter à cette sortie qui est intervenue, disons-le, 5 jours après la sortie du chef de l'État qui s'adressait donc à la jeunesse et le chef de l'État qui avait été clair sur le sujet, les poursuites engagées devraient se poursuivre, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Comment est-ce que vous voyez ces parlementaires du RDPC qui sortent 5 jours après pour demander la libération de ces personnes interpellées alors que le chef de l'État était ferme sur la question les poursuites judiciaires devraient continuer? Je dois vous avouer que j'étais un peu surpris lorsque j'ai lu cet article dans la presse parce que le comportement des parlementaires RDPC fait un peu désordre. D'autant plus que ce sont des parlementaires d'un parti qui est au pouvoir, surtout après que le chef de l'État, qui est le président de leur parti, ait déjà parlé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a inquiété, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment des parlementaires n'arrivent pas à s'associer à certains de leurs collègues d'autres partis politiques pour une affaire aussi importante, et qui se dissocient presque du reste du Parlement pour s'adresser à leur président de parti. Donc je pense que je me serais attendu à ce qu'une personnalité de la trame d'Achidi Achou puisse chercher à rentrer en contact avec les parlementaires du SDF, de l'UNDP, les autres, pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Autre chose, il nous prouve là que le chef de l'État peut intervenir dans les affaires judiciaires dans notre pays. C'est-à-dire, il nous démontre que la justice n'est pas indépendante. Parce que sinon, comment des personnalités de ce niveau-là peuvent prétendre demander au chef de l'État de libérer ou de faire libérer des personnes qui sont en justice? C'est pour ça que je trouve que leur comportement fait un peu de désordre, à mon avis. Saint-Ola Bidoun, c'est pas très sérieux. Saint-Ola Bidoun, comment est-ce que vous analysez cette sortie des députés et sénateurs du RDPC qui arrive, pour le préciser, après la sortie du chef de l'État, qui est resté ferme? Les poursuites judiciaires engagées devraient continuer et le son de cloche différent de ces parlementaires. Je veux tout d'abord m'accorder avec Cabral Libi tout à l'heure, quand il a relevé dans le traitement de l'information sur la crise anglophone, l'interdiction qui avait été faite par le président du CNC, la mise en garde faite aux médias. J'ai dit que, à mon avis, c'est une décision hautement stupide, dans la mesure où je considère, moi,
que le débat sur le fédéralisme ne doit pas être un débat tabou. Nous devons justement en parler. Et le fédéralisme étant une partie du droit qui est enseigné à l'université, il y a donc un cadre juridique dans lequel on peut débattre du fédéralisme. On peut également débattre du fédéralisme à l'Assemblée. Alors, empêcher ou menacer les médias qui parlent du fédéralisme, j'ai dit vraiment, c'est une dictature à laquelle je ne soustrais pas. La sortie des parlementaires RDPC, des parlementaires RDPC me semble être... de la région du Est, en fait, des régions par de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et du Sud-Ouest me semble être prématuré. Prématuré parce qu'il y a quelques jours, le président de la République a pris position et de manière ferme sur cette question. Demander qu'on libère ceux qui ont été interpellés revient à remettre en cause d'abord la Constitution elle-même. La Constitution du Cameroun est la loi suprême. La loi suprême. Et une fois que les débats sont engagés sur le mode de fonctionnement de l'État et que ces débats aboutissent à la violence. À la violence, j'ai dit que cette violence doit pouvoir être réprimée. Donc, j'y vois peut-être une bagarre souterraine au sein du parti entre deux leaders, M. Mafani Moussongue, puisqu'il a réuni les parlementaires RDPC du Sud-Ouest, et la réplique est venue du Nord-Ouest avec M. Achidi Achou. Peut-être une bagarre qui cache un agenda caché d'une éventuelle révision constitutionnelle qui pourrait créer un poste de vice-président. Célestin Bendigui, est-ce que vous y voyez vous aussi une sortie prématurée, ou alors il s'agit peut-être pour ces ressortissants du Nord-Est de mettre la pression au chef de l'État? Il faut dire que cet appel à la libération immédiate des personnes interpellées arrive après d'autres appels des ressortissants de cette partie du pays. Il y a les avocats, il y a des syndicats d'enseignants, il y a la société civile même qui est revenue avec cet appel-là, cette doléance. Est-ce qu'il s'agit d'accompagner, de mettre un peu la pression sur le chef de l'État, ou alors peut-être vous y voyez vous également des batailles souterraines au sein du parti au pouvoir? Alors, mon propos aura trois tiroirs, aura trois volets. Et je préfère évacuer le premier. Je suis mal assis. Je suis mal assis parce que je suis assis à côté de mon voisin qui, dans son discours, a évoqué un terme, répression. C'est un terme qui devrait être interdit dans les circonstances actuelles et par rapport à l'objet qui est en débat, répression. Pourquoi je le dis? Vous savez, des crises politiques au Cameroun, nous en avons connu. Nous avons connu une première crise en 1955, avec tout ce qui s'en est suivi. Le pouvoir colonial a choisi l'option de la répression. Ça a été quoi? Ça a été interdiction de l'UPC, radicalisation du mouvement, entrée dans le maquis, et puis répression massive, 500 000 morts à la sortie. 500 000 répression. Ce sont là les fils de la répression. Nous avons eu une autre crise politique. C'était en 1991. J'ai été parmi, ou le président au premier cercle, de ceux qui ont réglé cette prise, qui était hautement plus lourde que ce que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est cette province du pays qui était touchée par les villes mortes. Et lorsque nous avons constitué ce que je peux appeler le Ghost Cabinet, qui nous a permis de résoudre ce problème-là, autour du Premier ministre Ayatou, le mot que nous avons imposé, je pourrais le dire, au Premier ministre Ayatou, je l'ai dit, surtout pas de répression. Et lorsque, ne l'ayant certainement pas suffisamment dit à son gouvernement, le ministre de l'administration territoriale de l'époque s'est avisé à interdire Cap Liberté, à interdire Human Rights Watch, à interdire le mouvement de John K. Bonaventure. Nous sommes allés voir le Premier ministre pour lui dire « Monsieur le Premier ministre, ou bien on arrête cette histoire de répression, parce que l'étape suivante était de procéder à la stupidité à laquelle on procède en ce moment, arrêter ces leaders-là, de dire si vous entrez dans cette voie, nous nous éloignons de vous. Pourquoi?
parce que déjà à l'époque, on était en situation de blocage. Le Premier ministre avait invité les leaders de partis politiques et de la société civile à le rencontrer. Ils ont refusé. Ensuite, le chef de l'État en personne a invité les présidents de partis et leaders de la société civile à le rencontrer. Ils ont refusé. Alors, le lien avec... Attendez, alors, finalement, le chef de l'État a dit au Premier ministre, trouvez une solution. Le Premier ministre nous a convoqué un certain nombre de leaders politiques et on lui a dit, pas de répression. Première chose. Deuxième chose, il faut avoir du règlement de ce problème une approche globale. C'est pour ça que les histoires des lettres des sénateurs du Nord-Ouest, ça c'est du pipi de chat, ça. Il ne faut même pas faire attention à ça. Il faut une solution globale. Nous avons fixé un certain nombre de conditions. Nous avons dit, il faut revenir à nos pratiques traditionnelles chez nous, qui sont quoi? C'est la palabre africaine. Il faut rassembler tout le monde et s'asseoir pour parler de ce problème. 2, il faut qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Qu'on parle de la Constitution dans un cadre hors institutionnel. Il faut ensuite que l'équipe qui se mettra en place mette en place un mécanisme qui permette à la fois une catharsis parce qu'il faut faire parler les hommes quand les hommes expriment et mettre à côté un dispositif de formulation d'une sortie. Et c'est ça que nous avons fait sans qu'il n'y ait répression. On reviendra peut-être sur les solutions, mais sur la sortie du RDPC quand même. Un mot là-dessus. Oui, aujourd'hui, lorsque le RDPC propose c'est même plus une solution. Non, c'est l'une des doléances. Demande la libération. Moi, je dis que c'est l'une des doléances. Oui, je dis que celle-là, si c'en est une, elle doit être inscrite dans le cadre d'un règlement global. Dans le plan de sortie que nous avons fait. On reviendra sur votre plan de sortie, ne vous en faites pas. On reviendra sur la situation. Alors, Cabrel Libby, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez réagi cette semaine dans la presse, justement sur cette sortie des parlementaires du RDPC. Vous avez estimé que c'était une mesure d'apaisement, selon vous, mais qu'il ne fallait pas, toujours je m'en tiens à cette interview, aujourd'hui penser peut-être à libérer tout le monde parce qu'il y a eu des exactions injustifiées. Est-ce que vous pouvez repréciser votre position par rapport à la sortie des parlementaires et à l'appel à la libération immédiate de ces personnes? Alors, ma position, elle est toute simple. Les parlementaires, qu'ils soient du RDPC ou du MOSI ou de toute autre partie... Nous parlons de ceux du RDPC. Du NDP. Non, je le dis de façon générique, ont le droit de se retrouver là où ils veulent et de proposer ce qu'ils veulent. A priori, dans la crise actuelle, on peut penser que leur appel s'inscrit dans une volonté de décrispation de la situation. Sauf qu'une fois qu'on l'a dit, les choses qui sont d'apparence simple ne le sont pas, à la vérité. Les gens qui sont arrêtés, avant de penser à les libérer, pensons d'abord à leur arrestation. Pourquoi sont-ils arrêtés? Quand vous avez écouté le ministre Tiroma le même jour, et comme tout le monde, on s'est accordé là-dessus, pendant que Tiroma, d'un côté, le même jour, rappelait la fermeté de l'État sur la question, de l'autre côté, les députés du même parti majoritaire dans la gestion de l'État proposaient l'infléchissement. Alors, pourquoi sont-ils arrêtés? D'un côté, il y en a qui sont jugés devant les tribunaux de droit commun et de l'autre, ceux qui sont jugés devant le tribunal militaire. Et quand vous avez bien écouté Tiroma, et c'est très important, il dit qu'à la lumière de la loi de 2008 qui organise la justice militaire au Cameroun, sur des questions d'atteinte à la sûreté de l'État, le tribunal militaire est compétent territorialement, sur tout le territoire national. Exactement. Sauf que dans le propos du ministre Tiroma, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est en train de citer là un extrait de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi en question qui précise bien que le tribunal militaire n'est compétent sur ces questions que dans une situation exceptionnelle prévue à l'article 9 de la Constitution qui est l'état d'exception. On n'était donc pas dans l'état d'exception. Donc, ce que le ministre a dit dans sa sortie n'était pas vrai. Ça, c'est une chose. Mais ça aussi, ça participe malheureusement d'une grosse manipulation. Bon, je ne sais pas si je mets votre chaîne en danger en le disant ici. Deuxième chose, lorsque vous dites que vous libérez les gens, d'accord, il y a plusieurs modalités pour libérer les gens qui comparaissent au tribunal. Il y a que le ministère public qui les poursuit est tout à fait fondé de renoncer à toute poursuite. Ceux qui sont devant le tribunal militaire, la loi, elle est claire. Sur prescription du ministre de la Justice, le commissaire du gouvernement peut recevoir l'instruction d'arrêter des poursuites. Et même dans l'hypothèse où les prévenus sont déjà condamnés, le président de la République dispose du droit de grâce et du droit d'amnistie. En tout cas, du pouvoir de grâce et du pouvoir d'amnistie, c'est des droits également. Dans le cas d'espèce,
quand les parlementaires lancent donc leur appel, ils l'adressent à qui en fait? Certainement au ministère public pour qu'il le renonce. Mais moi je dis ceci, soyons quand même sérieux. Ou un État s'amuse ou il ne s'amuse pas. Si il y a eu des exactions dans cette affaire, au nord-ouest et au sud-ouest, d'abord, on ne nous dit pas si tout le monde a été arrêté, parce que moi j'ai quand même vu des images de forces de l'ordre réprimant sauvagement des jeunes. Est-ce que ces forces de l'ordre la font l'objet de poursuites aujourd'hui? Personne ne nous dit rien là-dessus. Maintenant, ceux qui ont été arrêtés, mais s'il y a des exactions, s'ils sont convaincus d'un certain nombre d'exactions, il est tout à fait normal que la loi les punisse. Dans ce cas, pour les libérer, il faut d'abord qu'il y ait une communication sur ce qu'on leur reproche. Ce qui a été fait avec le ministre de la Communication. Mais non, d'abord, mais faites très attention. Dans sa communication, il était le premier à dire, pour se débiner devant les journalistes, que si on posait des questions, ça allait donner lieu à un commentaire tendancieux de D'ailleurs, l'article c'était un point de 169. presse, en effet. Oui, mais je précise qu'en fait, ce qu'il a fait ce jour-là est un commentaire tendancieux. Parce que pour donner l'état des poursuites judiciaires, c'est le procureur de la République, dans tous les pays à peu près normaux du monde, qui prennent la parole. Aucun ministre de la Communication ne le fait. Donc, dans ce coup-là, il faut d'abord que les autorités judiciaires nous clarifient les charges qui sont retenues contre ces personnes, afin que celles qui sont convaincues de ces charges fassent donc amende honorable, et on retiendra donc à leur faveur des circonstances atténuantes pour légitimer leur libération. Donc, mais jusqu'ici, il n'y a pas de clarification sur ce pourquoi ils sont poursuivis. On nous dit qu'il faut les libérer. Pour moi, ça ressemble encore à une espièglerie. Parce que finalement, c'est peut-être une porte de sortie très subtile qu'on est en train de trouver. Je le dis par analyse. N'ayant pas de charges suffisantes sur certains d'entre eux, on va emballer ça dans une sorte de mansuétude gouvernementale, ce qui aurait donc comme voie de conséquence. Figurez-vous, madame, que si vous libérez aujourd'hui quelqu'un que vous n'aurez jamais dû arrêter, quand vous le libérez, c'est un héros que vous avez fabriqué, et quand il est libéré, rassurez-vous, il ne va pas s'arrêter de manifester ou de revendiquer. Alors très bien. Donc je pense qu'il y a des clarifications qu'il faut absolument apporter dans cette affaire-là, et c'est quand on les aura apportées qu'on nous parlera de libérer des gens. Vous avez arrêté des gens, ben gardez-les et jugez-les. Alors justement, dans ce communiqué, le communiqué qui a sanctionné donc, la rencontre de Bamenda, il y a également que ces députés et sénateurs ont lancé un appel aux parents pour la reprise des cours dans cette partie du pays. C'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, les cours n'ont véritablement pas repris dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Alors est-ce que, avec ces appels, on présente un peu la situation, cette libération de ces personnes interpellées comme la condition sine qua non pour que l'école reprenne dans ces parties du pays, Yinga Moyo? Est-ce que ce n'est pas une sorte de chantage aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que si ceux qui ont été arrêtés sont libérés, il y aura reprise des classes. Peut-être la question que je devrais poser, pourquoi oui. Les classes ne reprennent pas malgré l'événement d'ordre grève? Les classes ne reprennent pas parce que même si les enfants ont envie d'aller à l'école, il faut qu'ils prennent un taxi. Or, les taxis ne fonctionnent pas dans ces villes. Il faut que les parents, d'abord, laissent leurs enfants aller à l'école. Il faut que les enseignants soient présents. Donc, vous voyez bien qu'il y a là toute une combinaison de faits qui fait que la situation devient difficile. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Cabral-Lévy tout à l'heure. Je ne sais pas si le ministre a effectivement le droit de commenter les faits de justice en cours. Ça, c'est une chose que je voudrais savoir. Deuxièmement, est-ce que l'adresse du chef de l'État à la nation vaut texte de loi? Auquel cas, il faudrait savoir qu'on est en guerre. Parce qu'il a dit, le chef de l'État l'a dit à Paris, que nous étions en guerre. Le Cameroun était en guerre. Contre Boko Haram? Non, il a dit d'abord, on est en guerre. Et si on est contre Boko Haram, ça veut dire qu'il faut faire très attention quand les hommes politiques parlent. Ils ont des virgules, ils ont des points-virgules. Il peut citer après cette adresse de dire contre Boko Haram. Mais ça ne veut pas dire contre seulement Boko Haram. C'est en attente de ce qui pourrait arriver. Et je peux vous dire que... Le parallèle, c'est quoi? Vous voulez parler de... Le parallèle, c'est qu'on est en état de guerre. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ce qui permet à l'État de pouvoir mener beaucoup d'actions sans avoir à rendre compte. Très bien. Et ça, dans une situation où on s'aperçoit qu'il y a un peu trop d'arrogance, et à l'arrogance, certains proposent la violence, et c'est le cas. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas d'arrogance dans les attitudes de certains, et il y a la violence dans l'attitude des autres. Mais dans cette situation, l'État est où?
Justement, c'est Labidou. Les clés de la reprise des cours, c'est un élément très important aujourd'hui. Ça fait plus de 3 mois que les élèves sont privés de cours dans cette partie du pays. Les clés de la reprise des cours sont entre les mains de qui aujourd'hui? Du gouvernement, des populations. On voit des ministres descendre, des membres du gouvernement descendre sur le terrain, des autorités administratives faire le porte-à-porte pour demander aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Qui doit actionner aujourd'hui le levier pour que l'école reprenne dans les parties anglophones du pays? Le gouvernement ou la population? Quand vous écoutez Cabral Libby, il dit des choses hautement intelligentes et il pose des questions, de très bonnes questions, mais la seule différence que les réponses qu'il apporte me semblent avoir des limites. Pour la simple raison que le problème dont nous débattons aujourd'hui, il a une genèse. Nous sommes partis des problèmes de corporation et nous avons débouché sur des problèmes politiques. Mener le débat sur les procédures, comme veut M. Yim Gamoyo, j'ai dit qu'on n'est plus à ce niveau. Le problème est politique et la solution doit être politique. Et il y a eu des amorces de solutions. On assistait à une réunion, et là je voudrais attirer l'attention de M. Bedzigui, qu'il y a eu, président Bedzigui, merci. Je voudrais attirer l'attention du président Bedzigui, qu'il y a eu une réunion conjointe, RDPC, UNDP, FNC et UPC, qui a été sanctionnée par un communiqué de soutien. Quand les parlementaires viennent anticiper, j'ai dit non. Nous sommes en face des hommes qui ont pris conscience de leur insolvabilité politique dans leur région. Il y a une crise de légitimité totale et ils veulent reprendre la main. Moi, je dis, je suis ce que le président de la République fait. Il n'est jamais sorti de la légalité. Quand des gens ont posé des actes qui peuvent pousser au crime, on doit les traiter en criminels, n'en déplaise. Et que la répression, l'État ne va pas rester bras ballants pendant qu'un groupe d'individus casse tout. Non. L'État doit pouvoir remettre de l'ordre, y compris par tous les moyens. Et les moyens choisis aujourd'hui sont à la dimension de l'offense qui a été faite à la République. Donc c'est l'État qui devrait actionner aujourd'hui pour la reprise des cours dans les parties anglophones. Tout à fait. C'est les Bedzigui. Mais vous voyez mon... Ça ne passe pas. Une fois qu'on a aboli la loi qui punissait la subversion, on a repris toutes ces infractions qu'on a logées dans le code pénal et qu'on a rebaptisé. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, moi je continue à me poser la question. Toi qui dis je pose les bonnes questions et puis je ne donne pas les bonnes réponses. Dis-nous, si ces gens qui sont devant le tribunal militaire sont des terroristes, je rappelle quand même que quelques personnes dans ce pays, comme un procureur général près de la Cour suprême, est en prison. Alors, vous voulez réagir rapidement sur le sujet? On était sur la question de l'école, on reviendra, mais comme vous voulez réagir. Cabral a répondu à la question que je t'ai posée sur l'état d'urgence, mais je voulais dire ceci. Lorsque vous êtes dans une organisation et que vous voulez mener des actions, il faut vous poser des questions sur les alternatives à vos actions. En 69, je m'excuse je prenais ma carte dans un parti politique et puis un grand frère me dit, si tu vas à Paris, va à Maspero, dans la librairie. Je suis allé là-bas, j'ai lu. J'ai pris un petit livre de Mao, pas le livre Mao, un petit livre. Il disait ceci. Tu te poses d'abord 10 questions lorsque tu as envie de mener une action. La première, je fais A. Celui qui est en face, il réagit. Qu'est-ce que je fais? Tu trouves la solution B. Lorsque tu auras fait cette gymnastique 10 fois, tu commences ton action. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, que ceux qui ont envie de mener des actions n'aient pas une organisation bien soudée. Ceci dit, ce qui risque d'arriver au niveau de l'école, c'est la lassitude. De quel côté? Des parents? Des parents surtout. Et c'est la lassitude
de ceux qui mènent des actions. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais en tout cas, c'est ce qui risque d'arriver parce que l'État joue sur le temps dans ces conditions. Kamra-Libye, est-ce que c'est une mauvaise stratégie de penser aujourd'hui que l'on pourrait résoudre le problème du retour à l'école sans résoudre l'autre problème de cette crise anglophone? Est-ce que ce n'est pas lié? Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser qu'il reste un problème corporatiste de retour à l'école et oublier les autres revendications liées par exemple à la langue et à la question de l'État, de la forme de l'État? Est-ce que c'est une mauvaise stratégie de penser comme ça aujourd'hui de la part du gouvernement? Écoutez, moi je ne veux pas juger les gens qui sont dans une approche revendicative. Ce que je fais, c'est que j'écoute leurs revendications et je me fais mon opinion là-dessus. La fixation sur le retour à l'école me paraît encore une fois de plus, notamment pour les politiques qui la font et l'entretiennent, une grosse diversion. C'est-à-dire, on veut donner l'impression que c'est le retour à l'école parce que c'est une question d'affichage. On va poster les caméras devant les écoles et montrer des amphis et des salles de classe remplies. Ce sera vécu et célébré par les camarades de Saint-Éloi comme une grosse victoire. Et là encore, c'est un glissement politique regrettable. Moi, il y a une question que je pose sur l'école. La question du non-retour à l'école ne s'est posée avec acuité qu'à la rentrée du deuxième trimestre. Parce que certains ministres sont allés là-bas et ont essuyé un échec dans les négociations. Et du coup, on a commencé à dire que les gens n'allaient pas à l'école parce qu'ils craignaient d'être bastonnés. La question que moi j'ai toujours posée, madame, c'est que du 11 novembre au départ des vacances de Noël, il n'y avait pas d'école au nord-ouest et au sud-ouest. Il s'est écoulé un mois. La question c'est pourquoi pendant un mois, les enfants n'allaient pas à l'école? Craignaient-ils d'être bastonnés? Peut-être oui, par les forces de l'ordre qui circulaient partout. Reste qu'il faut trouver une solution aujourd'hui. Deuxième question. Les gens qui systématiquement ferment leurs boutiques le lundi et le mardi. Bon, je peux comprendre qu'on menace les gens d'ouvrir les boutiques. Bon, je ne sais pas si jusqu'ici il est établi que c'est parce que les gens craignent d'être bastonnés qu'ils n'ouvrent pas leurs boutiques. Ces deux éléments renseignent de ce qu'il y a une adhésion populaire à cette affaire, à cette revendication. Donc, faire une fixation, il y a donc des parents, il y a aussi des interviews qui sont faites. Je pense même dans votre chaîne. Vous voyez bien des parents d'élèves qui vous disent que moi, mon enfant ne va pas à l'école, c'est moi qui l'ai décidé, c'est ma contribution dans ce combat. Donc, les gens vivent ça comme un combat. Ne pas aller à l'école est vécu comme une arme de combat. Peut-être que la lassitude viendra à bout de cela. Mais ce que je voulais dire à M. Yingang Moyo, c'est qu'à l'observation de ce qui se passe, je crains que Paul Biya ait perdu le monopole de la gestion du temps. Tout le monde a appris à gérer le temps en sa faveur ou en sa défaveur. Alors peut-être un menu problème peut-être, mais reste que quand une partie de la population, comme celle de la région du Nord-Est et du Sud-Ouest, ne va pas à l'école, c'est un problème dans un État. C'est peut-être, vous en faites peut-être un problème secondaire, mais il faudrait trouver une solution aujourd'hui. Est-ce que la solution que propose par exemple le comité interministériel de revoir par exemple le calendrier des examens, est-ce que ça pourrait permettre d'apporter un début de solution pour ces enfants-là de ce côté des années blanches? On commence déjà à parler de ce type de choses. Comment faire pour que les enfants rentrent à l'école dans cette partie du pays? Albertine, nous avons vécu dans ces pays pendant 7 mois les villes mortes. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien. Et à cette époque-là, personne ne s'est réfugié derrière l'idée que les enfants ne vont pas à l'école. Nous sommes en face d'un problème politique. Que ceux qui ont... C'est bien à l'époque que Paul Biya avait sorti la phrase répondant à Samuel Eboa, l'école, les écoliers, la politique aux politiciens. Parce que justement en 1991, voilà, il y avait une menace qui faisait sur la rentrée. Vous permettez. Alors, c'est un problème politique. Et ceux-là qui ont la charge de résoudre le problème politique ne veulent pas l'embrasser. Et le problème politique n'est pas ignoré. C'est pour ça que, lorsqu'on a évoqué la lettre des... qu'on appelle les parlementaires du Nord-Ouest. Mais en réalité, c'est une manière pour eux de se dédouaner auprès de leur population parce qu'ils ne veulent pas être brûlés. Parce que les gars là-bas, vraiment, ils ne font pas de cadeaux. En réalité, une fois que l'on a reconnu que le problème est pour l'essence du problème et que d'autre part, comme tout le monde le dit, il faut engager le dialogue, il faut structurer ce dialogue-là, le cadre de ce dialogue, c'est pour ça que nous avons proposé la tenue d'une deuxième tripartite. Il faut ensuite adresser le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est cette divergence qui existe entre les Camerounais. Certains veulent le fédéralisme, d'autres veulent la décentralisation. Quand on se retrouvera,
qu'on en discute, on va voir à quel niveau on va placer le curseur, au lieu de se réfugier derrière ce qui ne peut être prétexte. Mais alors, je voudrais quand même signaler ici, partager ici avec vos téléspectateurs une expérience personnelle que j'ai vécue. Elle est très très importante. C'était en novembre 1993. Nous étions étudiants en Guayaquil. Je crois que cette année, je vais passer en 3e année. Ils n'étaient peut-être pas encore nés. Et un jour, Mongoso, qui était ministre de l'Éducation, il sort un arrêté, une décision. Nous tous, on avait la même bourse, 25 000 francs. Il sort il dit que non, désormais, nos camarades des régions dites défavorisées auront un montant supérieur. Alors, quand on l'a pris, on a dit, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça parce que nous sommes ici au campus. On ne fait pas de différence entre nos camarades du Grand Nord, ainsi de suite, les Marafa, les Sanda, Oumarou et tout le reste. Dès le lendemain, on a dit, on ne va pas à l'école. On a engagé la grève. Et la chute est très, très importante. Et Mongoso a touché le commandant légion de gendarmerie de l'époque, c'était Douala Massango, qui, en violation de ce qu'on appelle les franchises scolaires, a envoyé ses troupes sur il a envoyé ses troupes sur le campus. On a dit, si c'est comme ça, on ne bouge plus. Et je me souviens, le chancelier de l'époque s'appelait M. Bidias Angol. Un matin, 2 jours après, il descend sur la cour, devant la chancellerie, il dit, envoyez-moi 2 ou 3 de vos leaders. Je me suis levé, on était 4. Nous sommes allés à son bureau. Et on lui a dit quelle était notre préoccupation, parce que nous allons nous retrouver avec une différenciation avec nos camarades du Grand Nord, quelque chose qui n'a jamais existé. Pendant ce temps, Salou Daoudou est là à la radio pour dire leur réunion à l'université, on n'est pas tous les moyens. Vous vous rappelez? Bon, et nous sommes rentrés. Dans la soirée, le président Ijo a fait descendre sur le campus Salah Christophe, qui avait été le président de la FNEC, et à qui le chancelier avait donné nos noms et où on était. Il est venu nous prendre, il nous a amenés chez lui ici à Tchinga. Et vers 22h, il nous a amené rencontrer le président Aïdjo. Vous comprenez? On était à 4. On a parlé, il nous a reçus, mes chers compatriotes. J'ai reçu une note par laquelle, qu'est-ce qui ne va pas? On lui a expliqué notre préoccupation, qu'on voulait séparer les étudiants. Quand on se lève, il nous dit, mes chers compatriotes, je vous ai compris, je prendrai mes responsabilités. Mais n'oubliez jamais une chose, le Cameroun est fragile. Le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a limogé Mongoso, il a nommé Pidias comme ministre de l'Éducation nationale dès le lendemain. Et la nuit, quand nous sommes rentrés au campus, nous avons fait le tour des chambres, j'habitais au bâtiment D, à frapper dans les portes pour dire, gars, repartons en classe de main. On a rencontré le président, il nous a dit qu'il va régler le problème. Alors, le lendemain, nous sommes entrés, il a réglé, et nous avons compris le coup, et à midi, Mongoso avait été enlevé. Alors c'est pour dire quoi? Oui, rapidement, je vous en prie, le temps passe rapidement. C'est ça, non, ce que je veux dire, c'est que quand il y a un problème comme celui-là, le leader doit prendre la décision qui s'impose en embrassant le vrai problème et non jouer au jeu auquel nous jouons aujourd'hui. Alors sur les propositions qui sont faites pour sortir de crise de Saint-Oula-Bidon, c'est également une proposition qui fait partie du communiqué de ces parlementaires du RDP, c'est l'accélération du processus de la décentralisation. C'est une solution qui aujourd'hui fait quasiment l'unanimité. En fait, beaucoup de personnes en parlent. Est-ce que pour vous c'est un impératif aujourd'hui, une décentralisation effective pour sortir de la crise dans la partie anglophone du pays? Vous avez vu comment M. Duizdigui affirme sa personnalité de leader en s'accaparant de tout le temps des débats. Mais je ne prendrai pas 2 minutes à la puissance X comme lui pour expliquer aux gens ce que le RDPC voudrait dire. Mademoiselle Albertine, vous savez, tout peut être sauvé par la paix. Et tout peut être détruit par la violence. Ce n'est pas le RDPC qui a exercé la violence. Ce sont des hommes qui se sont attaqués à l'État. Et la réplique a été à la hauteur de l'offense. Et je voudrais dire que, au nombre des solutions que nous attendons, le fédéralisme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. La décentralisation, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. On peut donc en débattre de manière libre, tout en restant des démocrates. Vous réclamiez tout à l'heure la démocratie. Et j'espère que vous savez bien, mieux que moi, que la démocratie est centrée autour de la loi de la majorité. Alors, voilà des individus qui posent un problème
un problème qui mérite d'être posé, mais qui choisissent de s'orienter vers la violence. La décentralisation, moi je dis, je peux être pour le fédéralisme, parce que je pense que le fédéralisme peut être la solution. Mais je ne peux pas revendiquer, à corps et à cri, le fédéralisme au péril de la République. Donc, la décentralisation, vous savez, je suis maire. Je dis, tel que la décentralisation est appliquée en ce moment, c'est un échec. Elle n'est pas appliquée. Pour la simple raison que une œuvre n'est pas faite que si elle est entre les mains de son auteur. Ceux qui ont pensé le processus de décentralisation au Cameroun ne sont pas ceux qui le gèrent en ce moment. Il faut donc faire avancer ce processus. Il est devenu impératif aujourd'hui que les régions se mettent en place parce que la régionalisation peut être une réponse au fédéralisme. Il est grand temps que, dans le cadre de la décentralisation, qu'on accélère l'autonomie des communes. Très bien. On va aller rapidement, je vous en prie. Allez-y. S'il vous plaît, l'autonomie des communes, elle n'existe pas. Il faut donc accélérer tout ça. Et je crois que, à ce prix, quand je disais que le problème est politique, la solution est politique, c'est parce que j'estime que les revendications qui sont posées aujourd'hui sont des revendications politiques et qui trouveront le terrain sur le terrain de la négociation. Mais le RDPC qui est au pouvoir ne peut pas négocier dans la faiblesse, mais doit négocier tout au moins. Kabralibi, cette solution de décentralisation effective qui semble aujourd'hui s'imposer, vous y croyez vous aussi pour une sortie de crise dans les partis anglophones? Mais évidemment, en fait, si nous proposons ce qu'il y a derrière l'idée de décentralisation ou de fédéralisme, c'est l'idée d'autonomisation des régions ou de certaines parties du Cameroun. Et n'oublions pas que parce que nous serions fédéral ou nous serions fédéral, que nous cesserions tous d'être des Camerounais. C'est pour ça que moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi on veut tabouiser le débat sur le fédéralisme. Même si on n'y va pas, mais posons le débat sur la table. Discutons-en. Je ne vois pas pourquoi il y a problème. Parce que derrière tout ça, on a parlé... Tu me coupes quand tu veux. Non, je ne coupe pas. Je veux juste, une précision peut-être, la différence justement fondamentale entre décentralisation et fédéralisme pour qu'on comprenne c'est quoi la limite entre les deux. Ce n'est qu'une question de niveau d'autonomie. En réalité, c'est deux formes d'État très affinitaires, à la vérité. D'un côté, vous avez un État fédéral, des États fédérés, des assemblées fédérales, et de l'autre, vous avez un État central ou alors un État décentralisé qui donne de l'autonomie aux régions, en fait, avec un transfert de compétences et de moyens bien établis. Donc, à la vérité, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui posent la question, pourquoi on évite, pourquoi la parole présidentielle devient un dogme? Parce que Paul Biya s'est levé un matin et qu'il a dit l'État est unitaire, que tout le monde, comme si c'était devenu un ensorcellement, s'accroche sur le caractère unitaire. Et d'ailleurs, on veut maquiller les insuffisances et l'inefficacité des gens qu'on a envoyés sur le terrain. Parce que moi, je ne cesserai de le dire. Si la crise anglophone a été exacerbée, parce que vous avez envoyé sur le terrain des gens inconséquents que je voyais gigoter comme des gamins dans des plateaux de télévision, l'ordre va régner, patati patata, racontant un tissu de sottises. Aujourd'hui, ils ont fait profil bas. Certains se baladent à Yaoundé en voiture banalisée. Et lorsque vous avez pris l'exemple du président Aïdjo, mais on attend que le président limoge un certain nombre de personnes. Ça fait partie des signaux qu'il faut prendre. Et moi, je dis, si le président bien annonce aujourd'hui les élections régionales, ça va décrisper cette situation. Et même, je ne vois pas pourquoi on n'ouvrirait pas le débat sur le fédéralisme, n'en déplaise à Peter et Soka. Mais moi, je reste convaincu que soit on passe par une révision parlementaire, où le RDPC contrôle d'ailleurs tout l'appareil, ou on passe par une révision référendaire. Mais moi, je peux vous dire que si aujourd'hui on faisait un référendum pour demander si le Cameroun doit être fédéral, moi je voterai pour oui. C'est ma position, elle n'engage que moi. Maintenant, chacun est libre d'avoir la sienne. Soit on va vers le fédéralisme, soit alors on choisit une décentralisation aboutie, ce qui pour moi revient à peu près à la même chose. De toute manière, l'autonomisation, selon vous, c'est la solution. Oui, allez-y, sur la question de la décentralisation aujourd'hui. Une sortie de crise sur la solution rapidement. Je suis pour une décentralisation aboutie. Mais il y a un problème. C'est qu'on est dessus depuis 1996 et rien n'avance.
Non, je parle été arrêté en 91, Mais la mais loi, c'est la loi depuis- fondamentale, la loi, c'est depuis 96. Exact. Ça fait quand même beaucoup. Et rien ne fonctionne. Aujourd'hui, on est en train de tirer la sonnette d'alarme. Vous pensez honnêtement que ceux qui n'ont pas pu faire quelque chose depuis 1996 vont le faire en si peu de temps pour qu'il y ait des crispations? Moi, je dis non. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ben, je vous ai dit une décentralisation, mais probablement dans un autre contexte. C'est-à-dire? Ceux qui veulent me comprendre, ils n'ont qu'à Tu permets, comprendre. Albertine, Oui. vraiment, en 30 secondes. En réalité, aujourd'hui, monsieur Védic, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. Ça veut Si dire que en les réalité, personnes qui aujourd'hui- étaient chargées de faire la décentralisation n'ont pas pu le faire. Il faut les dégager. Allez-y. Si en réalité, aujourd'hui, l'idée de comment fédéralisme, Hein? Et comment? C'est plus Mais clair. comment vous avez des Je vous en ministres? prie, laissez Kamala. Allez, Vous avez des ministres, vous S'il avez vous des plaît, maires, oui, allez-y, vous Cabral. avez des ministres qui n'arrivent pas à Mais mettre en cher place monsieur, une loi on va sortir. fondamentale. Allez-y, Cabral. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces ministres? S'il vous plaît. moi je On les met disais, à côté. Oui, en allez-y. très peu de mots, que si en fait aujourd'hui l'idée de fédéralisme est de plus en plus prégnante, c'est parce qu'en fait, l'ordre gouvernant refuse une bonne décentralisation. Parce qu'à la vérité, la différence aussi est d'ordre juridique. L'accomplissement de la décentralisation dépend pour beaucoup malheureusement de la volonté du gouvernant principal. C'est lui qui transfère les compétences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent, au lieu de s'accrocher au bon vouloir de Paul Biya, qui voudra un matin la faire ou pas, autant modifier la Constitution, créer les conditions juridiques d'une réelle autonomie. Là, on ne dépendra plus de lui. Malheureusement. Pardon, je termine en une phrase. Ce que je voulais dire, supposons que bon, la décentralisation n'a pas fonctionné avec certaines personnes. On met en place le fédéralisme. Ça ne fonctionne pas avec les mêmes personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, La pour cette question est personne, posée. vous avez une minute pour terminer. Je vous en prie, Si une c'est une minute. minute, donc Alors, je prends 2 pas. minutes, allons-y. Non, 2 minutes, c'est beaucoup, 2 minutes. Hein. Mais alors, Pour justement, terminer, 2 minutes. alors non, je voulais quand même apporter une précision. Vous avez posé une question, ça c'est sur votre compte, c'est pas encore sur le compte de ma réflexion. Sur la différence entre la décentralisation et le fédéralisme. Elle se situe au niveau de la dévolution, des pouvoirs. En régime centralisé, dans le cas du Cameroun, c'est le président de la République qui nomme les gouverneurs, le budget est arrêté sur le plan national, et puis les différentes entités en dessous ne reçoivent que des délégations pour pouvoir consommer ces budgets-là. C'est le président de la République qui nomme les directeurs généraux et tout le reste. Donc quand il y aurait décentralisation, on restera sur le même schéma de dévolution du pouvoir. Quand il s'agit du fédéralisme, dans ce cas-là, les régions éliront leurs gouverneurs, les gouverneurs auront le droit de nommer à différents postes d'exécutif local, et les décisions sur les décisions financières, de mobilisation des ressources financières publiques seront arrêtées et définies au niveau des assemblées fédérales de chaque État. Sur votre position, votre solution de sortie de la société. Alors moi, ma pour sortie, j'ai adressé une lettre au président de la République jeudi dernier. Je l'ai fait porter par son conseiller spécial. J'espère qu'elle lui a remis. Et pour que l'affaire se sache du grand public, j'ai fait cette lettre ouverte. Alors, de mon point de vue, et en me référant à ce qu'il ne faut pas faire, quand on voit l'exemple de 1955, à ce que nous avons fait en 1991, ils ont la première étape, établir un cadre de négociation et de concertation multipartite dans un deuxième temps, accepter d'inscrire dans l'agenda de cette rencontre tripartite le sujet central qui est politique, c'est-à-dire le fédéralisme. Et puis le troisième volet, lui, il portera sur les personnes qui seront chargées d'animer ce processus-là, et que surtout le comité qui sera mis en place pour mettre en place cette tripartite ne soit pas automatiquement préempté par des gens qui peuvent devenir. Alors, parce que je veux dire ceci, Moyo, je veux dire ceci, et là je m'adresse aux téléspectateurs. Rapidement, il vous reste 30 secondes, monsieur 30 secondes, Benzi. ok. Je pense que si on était conséquent, la situation qui prévaut dans le sud-ouest, maintenant nord-ouest, engage la société de ce gouvernement. Ce gouvernement a échoué, c'est clair. Le président de la République devrait l'écarter parce qu'aujourd'hui, il n'a pas d'interlocuteur pour envoyer là-bas. Qu'il dégage ces gens, qu'il nomme un nouveau gouvernement ou qu'il confie cette mission-là à des personnes qui, aujourd'hui, surtout, ne se parlent pas d'une légitimité gouvernementale puisque celle-ci n'a aucun effet sur le terrain. Et ils sont en train de bloquer le pays. Merci. On va sortir, c'est bon pour ce sujet-là. Malheureusement, le temps, il court très très vite. En un mot, les premiers disaient à l'international, je vous en prie, avant de sortir de ce débat, définitivement, la Guinée équatoriale qui a donc accueilli vendredi
vendredi, le 13e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC. La rencontre s'est tenue à Oyala, un sommet qui est intervenu 2 mois après celui extraordinaire de Yaoundé, qui avait vu entre autres la participation de la présidente du FMI, Christine Lagarde. Premier constat, Cabral Libye, le chef de l'État Paul Biya, était encore absent à cet autre sommet. Est-ce que l'on peut comprendre aujourd'hui pourquoi il boude autant le chef de l'État les rendez-vous dans la sous-région? Un rendez-vous qui intervient quand même après le sommet extraordinaire de Yaoundé. On s'était attendu à voir le chef de l'État en Guinée équatoriale pour cette fois-ci. Vraiment, je suis dans l'incapacité de vous donner une réponse à cela. D'abord parce que j'ai aucune envie. Je ne passe pas mon temps à essayer de comprendre pourquoi un président ne veut pas faire son travail. Ça ne me préoccupe pas. Donc quand il y a un sommet, qu'il y soit ou pas, c'est ce qui se décide au sommet qui m'intéresse. Et malheureusement, quand j'entends parler du sommet de la CEMAC, je veux bien que les chefs d'État se retrouvent et qu'ils décident des choses. Mais de quelle CEMAC encore on parle aujourd'hui? Je rappelle quand même que lorsqu'on parle d'intégration communautaire, il y a des étapes que certainement certains d'entre vous doivent connaître. Vous avez la zone de libre-échange, où entre vous, il n'y a plus de barrières tarifaires. Après la zone de libre-échange, vous avez l'union douanière, c'est-à-dire que vous avez un tarif douanier extérieur commun. Après l'union douanière, vous avez le marché commun, c'est-à-dire qu'entre vous, les marchandises circulent, les personnes aussi circulent, c'est ce qu'on appelle les capitaux et les personnes physiques, les facteurs de production. Et puis au bout, vous avez l'union économique. Il me semble que nous en sommes encore timidement à la première étape, parce que l'union économique, c'est au bout avec l'harmonisation des politiques. Mais quand je dis même qu'on est à la première étape, vous avez aujourd'hui un problème qui est simple, c'est l'APE. Le Cameroun a décidé de faire cavalier seul sur la question de l'accord de partenariat économique. Ça déconstruit, cette seule décision du Cameroun déconstruit tout le schéma que je viens de vous donner. Parce que vous ouvrez vos frontières, vous levez vos barrières douanières au profit de l'État avec lequel vous avez signé un accord de partenariat économique, alors que vous êtes dans une sous-région où vous devriez avoir harmonisé le tarif extérieur commun. Alors, vous ne percevez rien et les autres ont leur tarif à eux. Bon, vu sous cet angle-là, on peut même comprendre pourquoi Paul Biya. Déjà qu'il n'y allait plus beaucoup avant, mais avec ce que certains appellent le forfait qu'il a commis il y a 1 an, je crois que lui-même a compris que ça ne sert plus à rien d'y aller. Justement, sur la question des APE, Célestin Mendigan l'a appris cette semaine. L'Union européenne souhaite ne plus continuer les négociations avec les pays d'Afrique centrale pour un accord régional sur les APE. Quelles pourraient être les conséquences aujourd'hui pour la sous-région? Je dois dire que j'ai été l'une des voix les plus exacerbées qui s'est élevée contre les APE, parce qu'on ne peut pas passer un accord de partenariat économique de cette nature-là quand on a une telle différence au niveau des performances industrielles. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez autour de nous, qu'est-ce que nous produisons en termes manufacturiers, tels que nous puissions les porter? Allez, en dehors des bananes, du cacao, du café et du coton, quoi d'autre? Qu'est-ce que nous produisons d'autre? Alors, c'est une question qui l'adhésion du Cameroun d'essayer les APE est la chose la plus troublante que nous ayons jamais eu à voir. Alors, avec la décision de l'Union européenne maintenant, ça aggrave la situation? La preuve d'ailleurs, c'est qu'au niveau même déjà de l'Union européenne, ces APE sont critiqués. Et que ce soit par rapport même, que ce soit au niveau des relations des grands partenaires de l'Union européenne, ils trouvent que c'est absolument injuste que l'Union européenne oblige nos pays à signer un accord de libre-échange comme celui-là. C'est l'une des choses qui devront être stoppées quand le moment viendra. La décision Yinga Moyo sur l'Union européenne de ne plus poursuivre l'accord sous-régional, quelles sont peut-être les conséquences? Vous savez, moi, dès le début, j'ai senti une filouterie exemplaire avec ces histoires des APE. Il ne faut pas qu'on ait honte de dire certaines choses. Ça, c'est le résultat d'une mauvaise décolonisation. Mais on peut accepter la colonisation. La décolonisation a été mauvaise. Pourquoi nous devons accepter les conséquences? Mais ils veulent nous flouer parce que nous n'avons pas la capacité de leur vendre quoi que ce soit. Et ils vont faire rentrer leur quincaillerie chez nous. Et nous allons acheter ça avec ce qu'ils appellent les devises. Vous savez tout ça, je suis tellement énervé lorsque j'entends parler de ça que j'ai même pas envie d'en discuter. On ne peut pas continuer à nous flouer ainsi. Nous avons atteint l'âge où nous pouvons dire non à certains pays.
Et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas dire non à ces pays-là, ils vont continuer à nous avoir sur leur chemin. Alors, oui, allons-y, Saint-Théola Bidon, sur la même question. Cette décision de l'Union européenne de ne plus poursuivre avec l'accord régional, j'attends toujours les conséquences sur l'économie au Cameroun. Regardez un peu, nous sommes à Promote. Qui organise Promote? C'est pas en Cameroun en tout cas. En principe, c'est le ministère du Commerce. Oui, Ouais. c'est pareil. Qui a dans ses valises, Qui a un partenaire suisse. qui a dans ses valises un partenaire suisse. Vous avez eu une idée de ce que Promote peut rapporter? Lui, il dit qu'il n'y gagne rien. Le rapatriement des capitaux est automatique. Promote ne profite même pas aux Camerounais. Les Camerounais vendent des arachides là dehors. Hein. Parce qu'un stand C'est tout de ce qu'ils 4 vendent. mètres carrés est évalué à 850 000 francs. Et vous avez des milliers de stands. C'est pour dire que les rapports économiques entre nos partenaires et nous ont toujours été des rapports de dupes. Il faudrait à un moment que ça cesse. Mais moi je dis, je ne suis pas économiste, il y a certainement de grands économistes et on se retrouve donc dans une bataille d'école aujourd'hui. Ceux qui pensent que les accords de partenariat sont bénéfiques pour le Cameroun et ceux qui pensent que cela ne l'est pas. Malheureusement, ceux qui pensent que cela l'est sont au pouvoir, que les autres souffrent et attendent leur tour pour pouvoir nous donner une autre vision. Restons un peu sur la santé économique dans la sous-région avec vous, Cabral. Le FMI a proposé de réduire aujourd'hui les masses salariales dans la fonction publique, chose à laquelle le ministre s'oppose au Cameroun. Est-ce que c'est là les mesures d'austérité dont on parlait, auxquelles on devrait s'attendre, parlant de la santé économique dans la sous-région et au Cameroun particulièrement? Mais ce que vous dites atteste de ce que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge du 23 décembre 2016, lorsque le fameux sommet très couru s'était tenu à Yaoundé. On avait annoncé la dévaluation et puis on a trouvé... on a dit qu'il n'y en aura pas en fait. Une petite pirouette, oui, mais il ne faut pas le dire de façon péremptoire. Je pense que M. Bidjigé explique mieux ces questions. Là, le motif de l'urgence, c'était la dépréciation des cours du pétrole. Il me souvient que la situation n'est pas beaucoup changée à l'international. Du coup, nous allons donc inexorablement, si ça ne change pas à l'international, puisque nous n'aurons pas pu renflouer nos caisses dans le compte d'opération où la France assure notre parité avec l'euro, on sera obligé de déprécier la monnaie. Donc, de toute façon, et moi je le dis encore, quand bien même les cours du pétrole remonteraient subitement aujourd'hui et que circonstanciellement ou conjoncturellement nos caisses seraient à nouveau renflouées, on ne serait toujours pas sorti de l'auberge centrale qui est la mal-gouvernance. Dans ce pays, il y a eu les baisses de salaire à une époque, on était au cœur du programme d'ajustement structurel. Est-ce que ça a empêché que l'incurie continue et que nous soyons aujourd'hui dans des situations où nous nous trouvons? Je rappelle quand même qu'on a atteint le point d'achèvement depuis exactement 11 ans. Et qu'au soir de cette atteinte du point d'achèvement, je veux dire à l'aube, à l'orée de cette atteinte du point d'achèvement, le discours politique ambiant des camarades de Saint-Éloi Bidou nous disait enfin, on est sorti, on peut desserrer la ceinture, désormais tout ira bien. Résultat des courses, tout va bien évidemment. Moi, je voulais lui dire quelque chose. Sur ce plateau, tout le monde a une chapelle politique, sauf M. Cabral. Et curieusement, contre toute attente, c'est l'universitaire qui sort du bois avec un gourdin et une machette pour assommer le RDPC. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes gouvernant. Je vous en prie sur la question économique. Est-ce que même les plans d'ajustement culturel aujourd'hui ne pourraient pas justement sauver la sous-région de cette austérité qui nous attend? Comme le disait Cabral, c'est une question de gouvernance aujourd'hui pour sortir de la crise. Il faut que nous ayons l'honnêteté de reconnaître que nous rentrons, il nous a imposé un nouvel ajustement structurel. Moi, je me souviens, on était sur un plateau quelque part, je crois que Cabral qui est présenté sous un autre nom, peut-être. Oui, et ils ne veulent même pas lui donner un nom. Ils ne veulent pas lui donner un nom. Nous étions sur un plateau où nous déplorions le fait que 11 ans après,
en êtes sortis, nous revenons à un deuxième ajustement structurel, le deuxième en 30 ans. Et je me souviens, j'avais un membre du RDM, un responsable du RDPC qui me disait que c'était pas exact. Nous ne rentrons pas dans l'ajustement structurel, c'est déplorable. C'est déplorable parce que regardez autour de vous, Promote ne laissera aucune trace, sinon ça remplit les caisses d'un individu, il renvoie l'argent sur lui. Une ville de 3 millions d'habitants, il n'y a aucune industrie. De quoi vit-elle? Mais il faut s'inquiéter. Et quand vous allez à Douala, dans les zones industrielles, alors, non, c'est pour dire que nous devons vraiment nous pencher sérieusement sur cette question économique. Parce qu'aujourd'hui, cela ne me semble pas être le cas. Et la responsabilité n'est pas à imputer au président Biya, tout seul. Mais c'est ce gouvernement qui l'entoure et qui le met sur des pistes où lui donne des slogans qu'il vient servir aux Camerounais, des slogans qui sont en contradiction avec le vécu des Camerounais. Et nous devons absolument sortir de ce monde virtuel pour retomber sur nos deux pieds au monde réel en changeant le leadership de ce pays, en changeant le gouvernement de ce pays pour qu'on puisse décoller. Sinon, madame, je peux vous assurer que les mois qui viennent ou l'année qui vient sera dur pour les Camerounais. Vous voulez réagir? Oui, je voudrais continuer dans la même lancée et dire que ceux du RDPC, puisqu'il s'agit d'eux, c'est vous qui êtes en cause, c'est vous qui gérez le Cameroun. J'arrive pas à comprendre qu'on a été dans les mêmes écoles, qu'on a eu presque la même formation et qu'un économiste digne de ce nom puisse dire que les APE sont bien pour le Cameroun. Alors que même certains Européens trouvent que là, l'Europe en fait trop. J'arrive pas à comprendre pourquoi certains sont là en train de dire que telle chose est bonne pour le Cameroun, alors que tous les Camerounais en souffrent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les crises que nous vivons à l'heure actuelle ne sont rien comparées à l'éveil véritable des Camerounais. Parce que les problèmes sont là. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Les Camerounais n'envoient même pas leurs enfants à l'école parce qu'on dit qu'on veut qu'ils aillent à l'école. Mais de toute façon, l'école, on parle de quelle école? Vous vous rendez compte, lorsqu'on parle de fédéralisme, de la décentralisation, lorsqu'on parle des APE, mais c'est déjà interdit dans le discours depuis près de 60 ans. Est-ce que vous savez que les élèves qui vont à l'école, qui vont à l'université, ne savent pas pourquoi l'UPC, dans les années 50, voulait la réunification avant l'indépendance? C'est quand même important. S'ils avaient compris, ça peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, on a tué l'expression, on a tué l'histoire, et je vous dis, tôt ou tard, cette histoire sera su, et ce sera très grave. Donc, parmi les 22 recommandations qu'il y avait eu à l'issue du sommet de Yaoundé, le sommet de la CEMAC le 23 décembre dernier, il y avait également comme recommandation la réduction du train de vie de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté dans ce sens aujourd'hui, quelques mois après ce sommet-là? Je crois que le train de vie de l'État, il faut pouvoir le dire, hein. On n'a pas besoin de ne pas être du RDPC pour le dire. L'État du Cameroun a un problème réel qui est celui de la malgouvernance. Et je serais même tenté de dire que si le gouvernement Yang était un logiciel, il est largement dépassé. Et il est peut-être temps de passer... On est au Pentium combien là? Pentium 7. Voilà. Si c'était un logiciel, c'est le Pentium 3. Il faut passer au Pentium 7. Alors... Et à ce prix-là, le président de la République, je crois qu'il ne restera pas sourd et indifférent aux pleurs des Camerounais parce que, tous ceux qui l'entourent, qui font du mauvais travail, sont hautement impopulaires et insolvables politiquement chez eux. La preuve, c'est que beaucoup ont été envoyés à Bamenda pour aller négocier. D'autres sont sortis en fuyant dans des voitures, ne sont même pas rentrés pour faire les obsèques de leurs parents. Kabalebi, sur la recommandation concernant donc la réduction du train de vie de l'État, pourquoi
Vous avez l'impression qu'il y a quand même des hésitations sur cette recommandation quelques mois après le sommet du 23 décembre dernier à Yaoundé? Non, pas du tout. D'ailleurs, je crois que quand ce sommet se tenait, le Cameroun avait déjà voté son budget pour l'année 2017, dont les choses sont en train de se dérouler telles quelles. La meilleure résonance à cela aurait été peut-être une session extraordinaire pour faire des ajustements qui rentrent dans ce sens-là. Ce sommet cette session n'ayant pas eu lieu, bon, où voulez-vous que j'aille trouver un signal de réduction du train de vie de l'État? Non, la beuverie continue. Regardez bien les lignes de fonctionnement qu'il y a pour le carburant, pour le téléphone, pour les hôtels particuliers, pour l'achat du matériel roulant, les parcs automobiles. Donc, à la vérité, il y a véritablement pas grand changement. Mais continuons. Je doute même, c'est Saint-Éloi qui parle de ceux qui sont autour du président, je doute qu'il y ait une réelle envie de changer quoi que ce soit. Habitués qu'ils sont à se gaver au sommet de l'État, ils sont aujourd'hui ontologiquement incapables de faire une mue. Donc il faut simplement une rupture, d'aucuns la préconisent brutale, d'autres pas. Mais il faut une rupture, un renouvellement du personnel politique avec des personnes qui seront cette fois-là véritablement moulées dans une conception sacrée de la chose publique. Mais pour le moment, vraiment aucun signal les jouisseurs que nous avons ne peuvent pas changer grand-chose. Ils ne sont experts qu'en jouissance. En fait. Oui, justement, sur un plateau de télévision, j'ai relevé le fait que lorsqu'on mettait face à face les charges fixes de l'État, salaire, pension et autres, et d'un autre côté, les ressources propres de l'État, impôts et autres, les charges fixes de l'État excédaient les ressources propres de l'État de 685 milliards, c'est-à-dire 1 milliard de dollars. Et lorsque je posais cette question, le membre du gouvernement qui était à côté de moi, je lui ai dit, mais où est-ce que vous allez chercher cet argent? Il m'a dit, mais on va s'endetter. Je lui ai dit, mais non, on ne peut pas s'endetter pour payer pour des dépenses somptuaires. Mais alors, c'est pour dire que ce problème du train de vie de l'État, c'est lui qui va tuer le Cameroun. Et c'est simple, il faut regarder. Regardez, rien que le pacte commun. Je suis entré chez un ministre du gouvernement, dans sa voiture, dans son parc, il y avait 10, 20, combien, 28, 20, c'est impensable, on n'a pas besoin de ça. Alors, tant que le signal n'est pas donné d'en haut, mais les gens vont continuer dans cette gabegie et le pays va en souffrir beaucoup. Le problème est mal posé. Il ne s'agit pas du train de vie de l'État. Il s'agit du train de vie des agents de l'État, des fonctionnaires de l'État. Parce que l'État ne profite en rien de cet argent-là. C'est eux qui soutirent cet argent des caisses de l'État et s'en vont vivre de façon individuelle. Donc il ne faut pas qu'on parle de train de vie de l'État, c'est le train de vie des agents de l'État. C'est eux qui pillent le Cameroun. Mais rapidement, on va finir, on referme. Pour dire un peu comme Ngamoyo, le détournement est devenu un véritable sport national auquel les Camerounais s'en donnent à cœur joie. Il est grand temps pour le président de la République de comprendre que les cris, les pleurs et les sollicitations sont réelles. Sinon, merci à vous, cher monsieur, d'être venu sur notre plateau ce dimanche. Merci à Cabral Libi. Merci à vous, monsieur Théophile Ngamoyo, d'être venu. Merci à vous, Saint-Éloi Bidoun. Et à vous, Célestin Benzigui, à vous, chers téléspectateurs, à toute l'équipe de Droit de Réponse qui s'est déportée à Yaoundé pour ce direct en direct du site de Promote. Merci à tous ces autres, cette équipe technique que nous avons retrouvée sur place, Emmanuel Job, Élisée Bogba et tous les autres coordonnés par Christian, coordonné par Monsieur Wapi, le directeur technique. Merci encore à vous, cher monsieur, d'être venu. Peut-être une émission qui va s'achever de manière particulière, je le disais, en referme en beauté. Ces 7 jours, 10 jours presque, nous avons passé ici à Promote. Vous avez vécu en direct dans toutes les articulations de ce grand groupe d'affaires, le PDG du groupe Equinox, donc il salue nos invités qui ont bien voulu nous rejoindre sur ce plateau ce dimanche. Je le disais, une émission qui s'achève de manière particulière avec donc
M. Séverin Tchonke qui vient nous saluer et qui va donc terminer avec nous cette émission. Merci à vous, Monsieur le PDG, d'être venu pour cette émission qui se veut un peu spéciale quand même et qu'on achève comme ça. Et c'est donc la fin de Droit de réponse de cette édition. Merci de rester en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent. Bon dimanche à tous. Bon dimanche.